Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire de Curieux Quantique intitulé Collaboration France-Québec à l'ère du quantique. Je suis Ghislain Lefebvre au développement des partenariats à l'Institut Quantique et aussi à l'animation des webinaires de Curieux Quantique. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir deux invités de renom international avec moi. Donc, je vous les présente à l'instant. Donc, tout d'abord, Louis Taillefer, professeur au département de physique de l'Université de Sherbrooke et membre de l'Institut quantique. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en matériaux quantiques et dirige une équipe de recherche spécialisée dans les supraconducteurs et les électrons corrélés à très basse température et à champ magnétique intense. Il a reçu de nombreux prix et distinctions, incluant le prix Simon Memorial en 2017, le prix Kamerlingh 11 en supraconductivité en 2018, pour ses études fondamentales dans les supraconducteurs à fermions lourds et les cuprates. En 2021, il a été nommé Fellow de la Royal Society de Londres. Également avec nous aujourd'hui, Cyril Proust, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, donc le CNRS, dirige un groupe de chercheurs et de chercheuses au Laboratoire national des champs magnétiques intenses, une très grande infrastructure de recherche en France et membre du consortium européen European Magnetic Field Laboratory. Il est récipiendaire du prix Louis Ancel en 2011 et de la Société française de physique pour ses travaux en physique de la matière condensée, ainsi que du prix du European Magnetic Field Laboratory en 2008 et de la médaille de bronze du CNRS en 2007. Alors, messieurs, bienvenue à cette discussion donc, sur les collaborations France-Québec. J'ai bien hâte de vous entendre. Donc, vous avez beaucoup de collaborations ensemble, beaucoup d'actions qui est en train de se passer ces jours-ci et d'ébullition entre la France et le Québec du point de vue quantique. Donc, j'ai bien hâte de vous entendre sur ces sujets-là dans la prochaine heure. Donc, tout d'abord, Louis, est-ce que tu pourrais, donc j'ai fait une brève introduction, mais évidemment, c'est une très, très brève introduction. J'aurais pu en prendre beaucoup plus pour te présenter, mais bon, si tu nous parlais de tes travaux, donc, est-ce que tu peux nous situer un peu justement là, tes intérêts de recherche, puis tes intérêts évidemment de recherche en quantique, évidemment. Avec plaisir. Merci d'abord de nous accueillir dans ce webinaire de Curieux Quantique, Ghislain. Alors, mon domaine de recherche, et en fait c'est celui de Cyril aussi, c'est un domaine qu'on appelle les matériaux quantiques. Donc, les matériaux quantiques, c'est des matériaux qui ont des propriétés électroniques exceptionnelles, remarquables, inusitées, nouvelles et potentiellement très utiles. Et peut-être le meilleur exemple de matériaux quantiques, c'est justement un supraconducteur. Donc ça, c'est un métal qui, quand on le refroidit en dessous d'une certaine température critique, change d'état pour entrer dans un état quantique de conduction de l'électricité parfaite. C'est vraiment parfait, donc un peu le mouvement perpétuel des électrons qui peuvent transmettre l'électricité sans aucune perte d'énergie. Alors, on peut imaginer que ça, c'est potentiellement révolutionnaire pour tout ce qui est transmission d'électricité. Par exemple, dans le domaine des énergies vertes, on imagine que si on produit de l'électricité solaire dans le Sahara, par exemple, il va falloir l'amener assez loin, peut-être par exemple en Europe, et les supraconducteurs seraient vraiment le meilleur moyen de faire ça, avec des câbles souterrains sous la Méditerranée, sans aucune perte d'énergie, de façon sécuritaire. Donc, c'est le genre d'application dont on rêve. Mais pour y arriver réalistement, commercialement, il faudrait idéalement avoir des supraconducteurs qui le sont à température ambiante. Donc, pour nous, c'est un peu le grand objectif. Et pour donc élever la température critique des supraconducteurs, il faut comprendre comment les électrons se comportent, interagissent à l'intérieur du matériau, donc de façon microscopique. Et il s'avère que une des meilleures façons d'approfondir notre compréhension, c'est en fait d'enlever la supraconductivité. Donc, de l'écarter et de regarder à basse température qu'est-ce que les électrons font. Et ça, justement, l'application de champs magnétiques est l'outil qu'on utilise, l'outil privilégié pour éliminer la supraconductivité. Et c'est là la spécialité de Cyril, justement. Merci Louis et merci à Ghislain pour l'organisation de ce webinaire. Donc, comme tu le disais, je travaille dans un laboratoire de champs magnétiques intenses, ce qu'on appelle un très grand instrument de recherche en France.
c'est-à-dire que c'est un laboratoire qui permet notamment d'accueillir des chercheurs, des visiteurs externes, parce que c'est un outil assez unique. En fait, on est un des laboratoires qui faisons les champs magnétiques les plus intenses au monde. Des laboratoires comme ça, il y en a 4. Et donc, on est, comme tu le disais, membre du consortium EMFL. Et on est divisé, nous, en France, sur 2 sites, un à Grenoble et un à Toulouse. Et moi, je travaille à Toulouse, dans un laboratoire qui fait des champs magnétiques pulsés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des champs magnétiques de courte durée, mais d'intensité très élevée. Et plus le supraconducteur, la température de transition du supraconducteur, la force du supraconducteur donc, est importante, plus on a besoin de champs pour détruire la supraconductivité. Donc, c'est vraiment important pour nous en fait, d'avoir des champs magnétiques très intenses pour pouvoir aller mener notre recherche dont Louis a parlé. Donc, typiquement, nous, on est vraiment spécialisé par rapport aux autres laboratoires dans des champs magnétiques pulsés de relativement longue durée et reconnus pour la qualité de nos installations et notre instrumentation. C'est très important pour nous puisqu'on fait beaucoup d'expériences de haute qualité. Donc, typiquement, comment est-ce qu'on fait des champs magnétiques pulsés intenses? Donc, on a une équipe d'ingénieurs assez importante, évidemment, au laboratoire. En fait, il y a même plus d'ingénieurs que de chercheurs. Donc, on fait tout maison. Ça, c'est assez impressionnant, de la bobine au cryostat jusqu'à la canne de mesure. Et donc, on envoie en fait typiquement un courant très intense dans un enroulement de spire, de cuivre, typiquement renforcé. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on charge donc typiquement un banc de condensateur jusqu'à 20 000 volts et on décharge donc ce banc de condensateur qui envoie un courant de plusieurs dizaines d'ampères, de milliampères, et pour produire donc un champ magnétique donc, qui est de l'ordre de 100 Tesla. Donc 100 Tesla, c'est à mettre en rapport par rapport à ce que l'on connaît dans la vie de tous les jours. Donc typiquement, le champ magnétique terrestre, c'est 50 micro-Tesla. Donc on est en train de parler d'un champ qui est 2 millions de fois le champ magnétique terrestre. Un petit aimant sur votre frigidaire, c'est typiquement 0,1 Tesla. Donc on fait vraiment des champs magnétiques très intenses. Et ces champs magnétiques intenses donc, sont jusqu'à 100 Tesla sont ce qu'on appelle non destructifs, et on a aussi une partie du laboratoire qui fait des champs qu'on appelle semi-destructifs et qui nous permet même de monter jusqu'à 200 Tesla. J'en reparlerai un petit peu plus tard dans notre exposé. Et donc, l'idée, c'est, comme le disait Louis, de travailler sur les supraconducteurs. Donc, c'est de placer un petit échantillon qui fait typiquement de taille millimétrique, c'est tout petit, et d'aller mesurer dans cet environnement extrême, je parlais de kilovolts, de kiloampères, un tout petit signal de l'ordre de quelques microvolts qui vient de l'échantillon et qui nous permet d'avoir accès donc, aux propriétés des électrons dans ce matériau. Donc là, voilà, il faut vraiment voir le champ magnétique comme un outil pour aller sonder la matière. Parce qu'évidemment, les électrons, on ne peut pas les voir, on les mesure, mais on ne peut pas les voir. C'est un peu le pendant, si vous voulez, je vais me contredire en disant ça, mais des rayons X, où on a besoin de ces rayons X pour aller voir, faire une cartographie, une image d'un solide et de son réseau. Donc, on utilise vraiment le champ magnétique comme un outil. Et là, si je comprends bien, tout ça à extrêmement basse température. Donc, on ne parle pas juste d'utiliser ces voltages-là et ces forces de champ magnétique-là à température constante. Donc, on parle vraiment de refroidir la matière le plus possible pour aller chercher l'état quantique donc, que Louis mentionnait au départ. Mais là, on veut enlever la supraconductivité grâce à tous ces instruments-là, mais encore là, dans des conditions qui sont elles-mêmes extrêmes avant même l'application des champs magnétiques, là, si je comprends bien. Tu as tout à fait raison. Donc, l'idée d'aller décrire ce que lui appelait l'état fondamental, c'est justement donc, l'état à plus basse température. On a vraiment besoin, d'un point de vue expérimental et théorique, de comprendre cet état-là pour pouvoir remonter à l'origine de la supraconductivité. Et on le fait effectivement à des températures extrêmes. Donc, on travaille dans ce qu'on appelle dans des environnements d'hélium liquide. Donc ça, c'est en échelle de Kelvin, c'est 4 Kelvin, ça descend même jusqu'à 1 Kelvin. Donc on est à moins 270 degrés Celsius lorsque l'on fait ces expériences. Tout à fait. OK. Puis là, bon, on voit ce qui se passe
en France. Par contre, là, Cyril, tu es avec nous ici même à l'Institut quantique actuellement. Qu'est-ce qui t'amène au Québec ces jours-ci? Alors, qu'est-ce qui m'amène au Québec? Donc, on va déjà commencer par le début du commencement, c'est-à-dire, moi particulièrement, évidemment, je suis là pour continuer mes collaborations avec à la fois le groupe de Louis à Toulouse, avec qui donc, on a une longue et fructueuse collaboration. Donc, en fait, il faut savoir que j'ai été postdoc dans le groupe de Louis il y a 20 ans. Maintenant, on travaille ensemble depuis. Je travaille également avec un autre groupe, le groupe de Bertrand Relais, qui est aussi professeur à l'Institut quantique. Et ces collaborations, elles ont commencé, comme je disais, il y a 20 ans, mais par la découverte, en fait, en 2007, d'un phénomène, justement, Souchon, j'étais alors en place, en poste à Toulouse, qu'on appelle oscillation quantique. Donc, qui est un effet, encore une fois, de la matière qui nous permet de voir donc, des petites oscillations d'une quantité qui est souvent la résistance que l'on mesure en fonction du champ magnétique dans ces conditions extrêmes, donc jusqu'à 100 Tesla et à très très basse température. Et ce phénomène qu'on a observé dans les supraconducteurs à haute température critique, donc les cuprates, que Louis a évoqué tout à l'heure, était attendu depuis plus de 25 ans. Donc, ça a été une énorme découverte, une énorme surprise aussi. Et ce phénomène nous permet typiquement de remonter ma façon de voir les choses pour essayer de rester simple. C'est que c'est un phénomène donc, qui s'observe à l'œil nu, il n'y a aucune analyse à faire, il suffit de compter la période en fait, de ces oscillations pour pouvoir avoir accès directement à, je dirais, la carte d'identité d'un métal, du comportement des électrons dans ce matériau. C'est pour ça que c'était voilà, vraiment un effet qui était attendu depuis très très longtemps. On a réussi donc à observer tous les deux. Écoute, Ghislain, c'était sans doute, sans aucun doute, la découverte la plus spectaculaire de ma carrière. C'était le moment, je pense, le plus émouvant, quand on est là devant quelque chose de complètement inattendu, complètement nouveau, et on regarde avec la meilleure vue possible. On regarde le comportement des électrons, on les interroge et ils nous répondent. Ils nous donnent des réponses très directement. Comme dit Cyril, ces oscillations en fonction du champ magnétique, qu'on appelle oscillation quantique, leur période est une mesure directe de la longueur d'onde des électrons. Hein, dans le monde quantique, il y a une dualité particule-onde. On pense aux électrons en termes de particules, mais en fait, ils ont une onde qui les décrit. Et là, on a été capable de voir à l'œil nu, à l'écran, la longueur d'onde des électrons. Et ça a été une surprise totale. En fait, il n'y a pas du tout la longueur d'onde qu'on pensait. Donc, c'était fabuleux. Et ça a été vraiment une grande découverte, publiée dans Nature en 3 semaines, super rapidement. Et c'était juste le début, en fait, de cette collaboration très fructueuse avec Cyril dans les années qui ont suivi. Donc, ça, c'était en 2007. On a eu, je dirais, au moins 2 autres découvertes qui ont vraiment changé notre compréhension de ces fameux supraconducteurs, cuprates supraconducteurs. Sans entrer dans les détails, la découverte d'un point critique quantique où une certaine phase très énigmatique se termine et ce point-là s'avère être central, en fait, pour tout le comportement de ces supraconducteurs-là. Donc ça, c'était en 2016. C'était des travaux qui étaient menés par un jeune chercheur, Sven Badou. Et Sven, c'est un jeune qui a fait sa thèse avec Cyril et qui, après, est venu faire un postdoc à Sherbrooke. Donc, ça illustre bien cette mobilité des jeunes qui bénéficient en fait d'une collaboration étroite entre la France et le Québec. Puis plus récemment... Et c'est même encouragé, c'est ce que je comprends justement, que les jeunes justement bougent comme ça, à faire des travaux dans un laboratoire, dans un autre laboratoire, puis bénéficient en même temps de ces environnements qui sont différents, puis nourrissent ces environnements-là, si je comprends bien. Ah, c'est vraiment un atout pour les jeunes d'avoir cette formation qui est sur deux continents, en fait, avec des cultures quand même assez différentes. La science, c'est sûr que c'est international, mais il y a quand même une culture de la science nord-américaine et une culture de la science européenne, avec des expertises, des façons d'approcher des problèmes qui sont différentes. Pour un jeune, de voir ces 2 volets-là, d'assimiler ces cultures-là, c'est une grande richesse pour la suite.
Puis là, parlez-moi un peu justement là, de ces découvertes-là. Ce que je comprends, c'est que vous espériez les fameuses découvertes, que ce soit le point critique ou que ce soit les différentes justement oscillations ou autres découvertes que vous avez faites. Donc, vous les espérez, mais en même temps, quand Louis, tu dis on ne l'attendait pas nécessairement cette journée-là, c'est que c'était un espoir, mais en même temps, il n'y avait pas de moyen de dire, ben oui, c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est ce que je comprends. Il y a quelque chose un peu du hasard qui se produit, là. Non, pas de hasard. C'est le Pas de hasard, OK. pas de hasard. Mais par contre, de surprise, oui, parce que ce n'était pas ce qu'on cherchait. C'est le fruit d'un travail, je dirais, de longue haleine, à la fois au niveau de mon laboratoire pour produire des champs toujours plus intenses, à la fois au niveau des gens qui nous ont donné, fait les échantillons, qui ont fait des échantillons de qualité de plus en plus importante et qui nous permettent de mieux voir l'effet et de par le travail de développement expérimental pour aller chercher le tout petit signal en dehors, qui sort du bruit. Mais c'est vrai que le jour de cette expérience, le jour de ce résultat, j'étais devant mon écran, j'ai ce qu'on appelle fait un tir, puisque le champ monte, descend, ça dure quelques centaines de millisecondes. J'ai fait mon tir et j'ai vu une toute petite anomalie apparaître à très fort champ, en me disant, je connaissais évidemment le phénomène d'oscillation quantique, ça demande à être vérifié. Donc, on a poussé la bobine à son maximum, on a descendu la température au plus bas, tout ça pour maximiser l'amplitude de l'effet. Et là, ça a été magique. Wow, c'est génial de vous entendre. Puis là, peut-être que je prends de l'avance sur la suite et le futur, mais qu'est-ce que c'est votre prochain espoir de découverte si vous aviez déjà cet espoir-là il y a quelques années quand vous avez fait ces découvertes? Le prochain ou les prochains jalons, qu'est-ce que c'est dans vos travaux, conjointement ou individuellement? Là, allez-y comme vous voulez. Donc, je pense qu'on peut mêler les deux conjointement, individuellement. Enfin, bon, voilà, on travaille ensemble. Mais je travaille également, là, je vais parler d'un projet avec qui on travaille également avec Bertrand Relais, donc à Sherbrooke. Et là, le Graal maintenant, donc comme je le disais tout à l'heure, plus la température critique est importante, plus le champ magnétique pour détruire cette supraconductivité doit être importante. Et typiquement, les meilleurs supraconducteurs, les plus propres, ceux qu'on veut mesurer près du point quantique critique, en fait, là où la température est optimum et maximum, maximisée, ça requiert des champs magnétiques au-delà, qu'on a extrapolé, au-delà de 150 Tesla. Donc, mon laboratoire produit, comme je le disais, des champs magnétiques jusqu'à 100 Tesla, non destructifs. Donc, et là, on est en train, avec l'équipe de Bertrand Relais, de mettre au point une sonde expérimentale, une méthode de mesure adaptée à cette méthode qui est semi-explosive, donc qu'est-ce qu'on appelle semi-explosive, c'est-à-dire que la bobine en elle-même explose, mais pas le cryostat, pas l'échantillon. Donc, il suffit de changer la bobine pour de nouveau continuer notre expérience. Je résume, évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, mais le prix à payer de ça, c'est que la mesure maintenant dure quelques microsecondes. Je vous parlais de quelques centaines de millisecondes pour le champ limité. Et quelques microsecondes, ça, c'est des gros challenges, donc ça demande des développements expérimentaux très importants. Et le Graal, c'est d'aller voir ces oscillations quantiques à cet endroit-là, parce que près du point quantique critique, on sait que c'est là où tout se passe. Ça va vraiment, on espère révolutionner notre compréhension justement de ces matériaux. Et ça, Ghislain, c'est un très bel exemple d'amener une expertise qui n'est pas là normalement dans le domaine des matériaux quantiques. C'est l'expertise de Bertrand Relais. Bertrand, c'est un expert plutôt du côté infoquantique, donc circuit quantique. Alors lui, il a développé toute une expertise à détecter des signaux avec des techniques micro-ondes, par exemple, très performantes. Et lui apporte ces outils du domaine infoquantique, circuit quantique, pour étudier des matériaux quantiques. Donc, cette collaboration, cette complémentarité, cette interface, en fait, on parle d'une interface entre deux domaines, c'est une des choses qu'on veut vraiment développer et qui a tout un potentiel, en fait, largement inexploré.
OK. Et puis, Louis, si on continue dans cette veine-là des collaborations, donc là, collaboration avec Bertrand Relais ici à Sherbrooke. En même temps, de ton côté, tu travailles avec Cyril, avec un intérêt pour les outils qu'ils ont développés dans leur laboratoire en France. Qu'est-ce qui t'amène justement à pousser ces collaborations-là plutôt que, parce que j'imagine que ton emploi du temps doit être bien occupé déjà avec la recherche, je veux dire, de base ici à l'université, avec les étudiants, avec les travaux donc, qui vont autour. Qu'est-ce qui motive justement d'aller vers des collaborateurs comme ça, puis des complémentarités là, dans la recherche? Ben, en fait, la science, la science des matériaux, en particulier la science des matériaux quantiques, implique vraiment nécessairement une complémentarité d'expertise. En fait, de façon plus générale, ça prend des gens qui font les matériaux, donc ça prend des alchimistes des temps modernes qui découvrent et qui synthétisent des matériaux. Ça prend des expérimentateurs comme nous deux qui vont sonder les propriétés électroniques, mais de 1000 façons différentes. Nous, à Sherbrooke, on est experts en ce qu'on appelle mesure de transport thermique, par exemple. Cyril est expert de champ magnétique intense. Il y en a d'autres qui sont experts de techniques optiques, etc. Donc, ça prend cette complémentarité. Et finalement, ça prend des théoriciens aussi. Donc, comme plusieurs collègues ici à Sherbrooke, par exemple André-Marie Tremblay, qui s'intéresse beaucoup au genre de mesures qu'on fait, pour voir s'il peut décrire avec des modèles théoriques le comportement microscopique qui expliquerait ce qu'on observe et faire des prédictions. Donc, c'est toute ça prend cette complémentarité de techniques expérimentales et d'expertise. Un autre exemple un des trucs qui nous intéresse beaucoup là en ce moment, c'est une autre découverte qui a été faite encore une fois en appliquant des champs magnétiques intenses, c'est qu'on s'est aperçu que si on se mettait précisément à ce point critique quantique, donc on a découvert avec notre jeune chercheur Sven en 2016, si on regarde la résistance électrique en fonction de température, celle-ci montre un comportement très inhabituel qui nous amène en fait, qui révèle en fait, au niveau fondamental, que le temps de collision entre les électrons est donné par la constante de Planck. Alors, la constante de Planck, pour quiconque s'intéresse au quantique, c'est fondamental. Le quantique est défini par la constante de Planck, si on veut. Et il s'avère que cette constante nous apparaît comme ça, comme contrôlant le temps de collision, les interactions entre les électrons. Donc ça, c'est une découverte assez récente qui nous intéresse beaucoup et qui a demandé des champs magnétiques intenses, encore une fois. Donc on continue d'avoir besoin de Cyril pour pousser nos plus folles expérimentations. Ah c'est génial ça. Puis d'ailleurs, ça m'amène à ma prochaine question. Dans les prochains jours, il va y avoir une annonce importante. On parle d'un IRL, donc un International Research Lab, qui va porter le nom au Québec. Donc, je ne l'ai pas loin ici. Vous l'avez probablement plus sur le bout de la langue que moi. Laboratoire Frontières Quantiques. Oui, voilà. Donc, laboratoire Frontières Quantiques. Oui, merci. Donc, Laboratoire Frontières Quantiques qui va être annoncé sous peu. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ou évidemment, dans la mesure que l'annonce va être faite sous peu, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer sur cette collaboration internationale, donc France-Québec, qui s'en vient? Donc là, je vais essayer de vous faire brosser un petit paysage de tout ça. Donc déjà, je vais peut-être commencer par parler parce que c'est une initiative du CNRS. Bon, évidemment, c'est un projet de collaboration entre le CNRS et Sherbrooke, mais ces IRL, c'est une initiative du CNRS. Donc le CNRS, qu'est-ce que c'est? Donc, Centre national de la recherche scientifique, tu l'as dit tout à l'heure, c'est la plus grande organisation de chercheurs en Europe. Pour mettre quelques chiffres, si tu les choses, on parle de 30 000 personnes, d'accord. Il y a 11 000 chercheurs. Et on couvre au CNRS tous les champs de connaissances répartis. Donc, il y a ces 11 000 chercheurs qui sont assistés évidemment par à peu près 13 000 ingénieurs, techniciens, administratifs, donc sont répartis sur à peu près 1000 laboratoires, que ce soit en France et à l'étranger. Donc, le CNRS mise vraiment sur une recherche à l'international, et ne serait-ce que par les chiffres, quand on regarde les publications, il y a plus de 60% des publications qui sont co-signées à l'international, des chercheurs CNRS qui sont co-signés à l'international. Donc, c'est vraiment
on voit à travers le CNRS, mais je dirais même au niveau mondial, que la science est internationale. Donc, typiquement, il y a plusieurs dispositifs pour permettre aux chercheurs d'engager des coopérations scientifiques à l'international. Et l'une d'elles, c'est donc ce qu'on appelle un IRL, International Research Laboratory, laboratoire de recherche internationale. Donc, typiquement, il y a à peu près 80 IRL dans le monde, et il y en a 6 qui sont basés au Canada, dont 2 à Sherbrooke. Donc, il y a le LN2 qui existe déjà depuis plus de 5 ans. Et donc, la création, là, depuis janvier, donc officialisée donc, la semaine prochaine avec la venue de notre directeur général Antoine Petit à Montréal, avec la signature officielle de la convention entre le CNRS et l'Université de Sherbrooke. Donc, ça, c'est pour dresser un petit tableau. Donc, le Canada est vraiment un partenaire privilégié du CNRS. Je dirais, hormis l'Europe, il fait partie des 3 pays avec lesquels on co-signe le plus. Et il y a beaucoup d'accords spécifiques entre le CNRS, que ce soit avec MITAX, avec le CIFAR, qui est le Canadian Institute for Advanced Research, et d'autres. Donc, comment est-ce qu'a démarré l'histoire? En fait, l'histoire elle a démarré il y a déjà bien longtemps, parce que les collaborations France-Sherbrooke ont démarré il y a déjà plus de 40 ans. Je ne vais pas rentrer dans toute l'histoire, mais ça date. Il y a déjà des chercheurs français et sherbrookois qui travaillaient et co-signaient ensemble il y a 40 ans. Et typiquement, il y a une délégation qui est venue à Sherbrooke, qui a d'ailleurs fait plusieurs universités au Canada pour voir qu'est-ce qu'on pouvait renforcer comme lien. Et ils ont vu qu'à Sherbrooke, c'était un terrain fertile, qu'il y avait plusieurs chercheurs, donc Louis et moi en faisons partie, mais il y avait d'autres chercheurs, donc notamment, on en a déjà parlé, Bertrand Relais, qui vient en fait d'un laboratoire français qui a beaucoup de contacts en France. Et ils se sont dit, on va lancer une aventure et on va créer une structure en 2017 pour essayer de renforcer déjà ces collaborations et de voir ce que ça donne. Et typiquement, ça a très bien marché. Il y a eu plusieurs nouvelles collaborations qui sont nées de là. Il y a eu des workshops d'organiser, des étudiants qui ont été pris en tutelle. Et de là, le CNRS nous a fait confiance et nous a donné le feu vert pour créer maintenant un vrai laboratoire. Donc, un laboratoire qu'on appelle sans mur, mais en fait qui est basé à Sherbrooke et qui permet à des chercheurs français comme moi de venir sur des longues durées, venir travailler à Sherbrooke tout en étant toujours payé par le CNRS. Donc, je sais que dans votre jargon, c'est quelque chose que vous avez, ça va faire sourire, mais on appelle ça, je suis un expatrié dans le jargon français. Donc voilà, je suis venu pour plusieurs mois, mais ça peut être même plusieurs années, travailler ici à Sherbrooke pour le compte du CNRS et évidemment collaborer. Donc typiquement, notre IRL couvre 2 domaines. Donc, on a beaucoup parlé des matériaux quantiques avec Louis parce que tous les deux, on est issus de cette communauté de matériaux quantiques. Mais il y a une grosse communauté, on appelle information quantique, qui est d'ailleurs aussi très représentée à l'Institut quantique à Sherbrooke. Et l'idée, typiquement, de notre IRL, c'est de mener évidemment une recherche internationale collaborative de pointe, de faciliter l'échange de chercheurs, donc ça j'en ai parlé un petit peu, mais aussi évidemment d'étudiants, stagiaires entre Sherbrooke et la France. Et surtout, et ça on va y revenir, c'est de favoriser des projets émergents entre les 2 communautés, donc matériaux et information quantique de l'IRL. Donc, et là, on s'appuie sur, il y en a déjà un peu parlé, sur des complémentarités d'expérience, de théorie, sur l'utilisation de très grands instruments de recherche tels et mon laboratoire, mais il y en a d'autres en France. On est un pays réputé pour avoir plusieurs très grandes. Donc, il y a notamment ce qu'on appelle l'ILF qui permet de faire des mesures de neutrons. Il y a l'ESRF qui permet de faire des mesures de rayons X. Donc, on a plusieurs grandes infrastructures comme ça de recherche, plusieurs gros laboratoires où on peut faire des expériences uniques au monde, en gros. Et évidemment aussi, c'est de profiter du vivier pour nous qui est très fertile, qui est Sherbrooke, qui possède des équipes de pointe dans les 2 domaines de cette recherche et qui vient de créer ce magnifique bâtiment Institut quantique avec ce qu'on appelle le Fab Lab qui permet de faire réaliser des expériences de pointe de très haut niveau. Alors, Ghislain, peut-être que ça vaut le coup de mentionner que donc la création de ce nouveau laboratoire, cette IRL, tombe vraiment à point, ne pourrait pas se faire à un meilleur moment, parce que tout le domaine quantique, donc des sciences quantiques et des technologies quantiques,
est vraiment dans un boom en ce moment. On le sait ici très bien à l'Institut quantique, au Canada, mais aussi en France, en fait. C'est vraiment deux pays où l'intérêt, l'engouement et l'appui financier des gouvernements pour la science quantique est très, très fort. Et donc, c'est parfait de créer ça, ce mécanisme-là de collaboration en ce moment ici. Et de ton côté, Louis, ton implication, ton rôle dans l'IRL, qu'est-ce que ça va être là, dans les prochains mois, les prochaines années? OK. Ben, en fait, bon, donc, techniquement, moi, je suis directeur de ce nouveau laboratoire. Je suis directeur d'un laboratoire CNRS. Et inutile de dire que je me fie beaucoup au directeur adjoint qui est Cyril, qui connaît tous les méandres de cette grande organisation. Donc, on travaille tous les deux avec en plus deux collègues pour former un bureau exécutif. Donc, finalement, les quatre, en fait, donc deux chercheurs de France, deux chercheurs de Sherbrooke, incluant Bertrand Relais, qu'on a déjà mentionné, et Marco Aprilli, qui est à Paris. Donc, à quatre, on essaie de concevoir la meilleure façon de favoriser les collaborations, les échanges entre la France et le Canada. Et moi, j'adore ce défi. J'adore ce défi de collaboration internationale, entre autres parce que depuis 20 ans, je suis directeur d'un programme qui s'appelle le Programme sur les matériaux quantiques de CIFAR, de cet Institut canadien de recherche avancée, qui est vraiment considéré, je pense, mondialement comme un des organismes qui a le mieux réussi la collaboration internationale. Donc, j'ai cette expérience. Cyril en a fait partie aussi. Donc, on arrive avec une perspective de comment ça marche bien, une collaboration internationale. Et donc, on lance ça avec toutes sortes de mesures. Peut-être je peux en mentionner une, on est tout récent, hein, on est démarré en janvier, mais déjà, tout de suite, une des mesures qu'on a voulu mettre en place, c'est notre grande priorité, je dirais, c'est d'intéresser les jeunes à cette science quantique. Donc, d'attirer des jeunes à se joindre à la grande aventure quantique des deux côtés de l'Atlantique. Et une chose qu'on a fait, c'est d'afficher ici à Sherbrooke, à l'Institut quantique, des offres de stages, donc des stages en laboratoire de 4 à 6 mois pour les jeunes Françaises qui sont à l'orée de la recherche, à l'orée d'un doctorat, qui s'intéressent potentiellement. Et on a eu une réception incroyable. Donc, il y a une quinzaine de jeunes qui sont ici, à l'Institut quantique, et qui explorent toutes sortes d'aspects des matériaux quantiques, de l'info quantique, des circuits quantiques, en physique, en génie. Donc, c'est vraiment, ça fourmille. Donc, on voit qu'en fait, il y a un engouement, il y a un intérêt, il y a une ouverture de ces jeunes à explorer le domaine et à voyager et à aller voir du côté Sherbrookeois qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est sûr que nous, la suite de ça, c'est de leur offrir des opportunités de doctorat, en particulier en co-supervision. Donc, on ne l'a peut-être pas mentionné, mais on a chacun, Cyril et moi, des étudiants qui sont en co-supervision actuellement, avec donc superviseur à Sherbrooke, superviseur en France. Moi, j'en suis à ma 4e co-supervision, et donc c'est une des choses qu'on va vraiment prioriser. Puis au niveau des étudiantes, des étudiants, donc évidemment, j'imagine toutes les idées neuves qu'ils peuvent amener, qui est entre autres intéressant dans un contexte d'IRL où là, c'est des idées neuves des deux côtés de l'Atlantique qui viennent, comment on peut dire, entrer en collision avec des idées peut-être à dépoussiérer ou à faire avancer. C'est comme ça qu'on pourrait l'interpréter? Je pense que c'est une expérience du dire des étudiants assez intense, parce que ça veut dire travailler avec deux expertises et deux groupes différents, même s'ils travaillent ensemble. Mais c'est une expérience extrêmement enrichissante, parce que justement, ils bénéficient dans la période d'un doctorat normal de l'expertise et de la complémentarité de deux groupes travaillant sur deux continents et dans deux laboratoires différents.
Et ça, voilà, quand on interroge les étudiants, c'est vraiment ce qui en ressort. C'est-à-dire que ça peut paraître un petit peu dur au départ, voilà, de s'impliquer à fond dans deux sujets qui ne sont pas si différents et évidemment pas si déconnectés que ça, mais avec deux, en tout cas nous en ce qui nous concerne d'un point de vue expérimental, deux sondes expérimentales différentes, mais à la fin, ils disent tous que c'est extrêmement enrichissant pour eux, leur connaissance et leur futur aussi. Bien, j'imagine que ça leur donne une polyvalence, évidemment, que de voir différentes façons de faire et différents modes de recherche, dans le fond. Oui. Cyril, je pense que tu peux parler de Maxime, ton stagiaire actuellement, qui est à cheval sur les deux domaines, en fait. C'est ça. Donc, il est à la fois à cheval entre Sherbrooke et Toulouse, et il est à cheval entre les deux domaines. Donc là, c'est vraiment, il y a eu une collaboration forte avec, on l'a mentionné, Bertrand Rollet, qui est plus circuit quantique, et qui ramène, en fait, qui nous a ramené ce savoir-faire de ce qu'on appelle de mesures micro-ondes. Donc, c'est des mesures à très haute fréquence, de résistance à très haute fréquence. Et typiquement, Maxime est là au milieu pour faire le pont entre tous les deux. Donc, moi, je ramène mon expertise matériaux quantiques parce que l'idée, c'est d'aller utiliser ces techniques que Bertrand a développées pour étudier ces circuits quantiques et de les implémenter pour aller maintenant étudier des matériaux quantiques. Et là, voilà, c'est quelque chose qui ne se fait pas automatiquement, qui demande à chacun de nous, Bertrand, Maxime et moi, de parler et d'échanger régulièrement, et mais qui est voilà, extrêmement enrichissant. Donc, Maxime est actuellement à Sherbrooke ici pour essayer de faire des mesures micro-ondes, pour essayer d'aller chercher justement, d'aller étudier l'effet planckien de la résistivité que Louis a mentionné tout à l'heure, mais d'une façon expérimentale différente. Et Maxime à Toulouse, quand il est à Toulouse et il va y revenir, et sur le développement de cette super expérience semi-explosive de son Tesla, voilà, qui serait un énorme résultat, aussi bien pour cette thèse, pour la science que pour toute la communauté. Donc, et ça, je pense que pour lui, il pourrait en témoigner. C'est vraiment une super expérience. Peut-être que je peux mentionner un autre exemple. Là, dans le fond, l'exemple que Cyril donne, c'est un exemple de quelqu'un qui est expert côté info quantique, circuit quantique, qui applique son expertise expérimentale pour essayer de résoudre une grande énigme côté matériaux quantiques. Mais ça va dans l'autre sens aussi. Alors, par exemple, on a une jeune chercheure ici, Eva Dupont-Ferrier, qui, elle, s'intéresse au qubit, qui est un peu la base d'un ordinateur quantique. Donc, elle s'intéresse à l'exploration des propriétés des spins uniques dans un matériau qui pourrait servir de qubit, d'excellents qubits. Donc, elle étudie les spins dans ce contexte-là. Et en fait, une façon de les étudier, de les sonder, c'est d'utiliser des résonateurs supraconducteurs comme sonde très sensible. Et ces résonateurs, possiblement, en fait, idéalement, seraient constitués de supraconducteurs très performants, comme les cuprates, qui sont vraiment l'apanage de gens comme Cyril et moi, ou Patrick Fournier, qui est ici à l'Université de Sherbrooke. Donc là, on a un exemple d'une problématique côté infoquantique qui peut peut-être bénéficier d'une technologie rendu possible par les matériaux quantiques. Donc, toutes sortes d'exemples comme ça. Et un jeune ou une jeune qui se lance dans ce genre de recherche, wow, c'est très innovateur parce que ça se fait très peu, en fait, encore. Cette interface dont on parle est encore largement inexplorée et c'est une des missions de l'Institut quantique et de notre IRL d'aller là-dedans puis de voir ce qu'on peut faire. Wow, merci. J'invite tout le monde qui aurait des questions pour nos invités d'aujourd'hui à les mettre dans l'espace de discussion, puis on va pouvoir y revenir dans quelques instants. Mais avant de sauter dans les questions du public aujourd'hui, j'aimerais savoir, vous avez parlé des défis pour les étudiants de travailler avec des laboratoires qui sont
et sur 2 continents, et avec 2 cultures de recherche différentes. Du côté chercheur, chercheuse, donc peut-être plus à votre niveau, qu'est-ce que vous voyez comme défi dans ces collaborations-là? France-Québec en quantique, mais bref, dans les collaborations en recherche en général, je dirais. Mais peut-être même si vous avez des exemples spécifiques là, internationaux ici, je serais curieux de vous entendre. Ben, ça, c'est vraiment une question très intéressante parce que faut quand même réaliser que la recherche de haut niveau, c'est quelque chose de très compétitif. Dans toutes les équipes veulent être les premières à découvrir quelque chose. Il y a toujours un côté compétitif, comme dans le sport, dans le fond. On est sportif olympique pour gagner la médaille d'or. Mais même malgré ça, il y a vraiment, il peut vraiment y avoir une collaboration authentique. Et ça, la question, c'est comment on fait pour la favoriser. Et moi, je pense que c'est un art, en fait. C'est l'art de la collaboration qui, à mon sens, se base. On y arrive quand on arrive à générer une confiance. C'est vraiment, il y a un côté très humain à ça. Donc, une confiance qui amène une allégeance à une certaine organisation, un certain groupe, un certain organisme. Et finalement, les collègues, au fil du temps, deviennent des amis et travaillent vraiment ensemble. Parce que pour partager ses meilleures idées, pour aller amener ses meilleures compétences et partager des études, tout ce côté-là demande ça, en fait, demande la confiance. Donc, pour nous, à l'orée de la création de cette nouvelle organisme, c'est très important de le faire avec cette optique-là, de respect, de souci, de vraiment bien commun, en fait, de chaque côté, et d'atteindre finalement une famille de collaborateurs qui se respectent, qui s'apprécient, qui se voient, qui deviennent des amis. Donc, pour moi, c'est vraiment la clé du succès, éventuellement, succès scientifique de collaboration internationale. C'est extrêmement intéressant. Donc, on va vers l'être humain là, au centre de tout ça. Donc, la recherche est fondamentale, mais l'être humain l'est aussi, c'est ce que je comprends. Cyril, de ton côté, as-tu ton idée là-dessus? Oui, non, moi je ne peux appuyer que ce que dit Louis. Donc à la fois, c'est vrai qu'on est on travaille dans un monde où à la fois on est en compétition et collaborateur en même temps. Donc il faut savoir se faire confiance. Donc il y a des fois, on se retrouve vraiment en compétition, mais il suffit de se parler, de mettre les choses à plat sur la table et d'instaurer ce climat de confiance pour que les choses se passent bien. En fait, moi, je vois avec mes années d'expérience. Donc, moi, en plus, étant dans un très grand instrument de recherche, j'ai beaucoup de visiteurs qui viennent faire des expériences. Ça arrive que j'ai même des visiteurs qui viennent plus ou moins dans les mêmes périodes faire les mêmes mesures. Il faut arriver à gérer ça. Et ça, c'est tout. Voilà, c'est toute une alchimie à mettre en place et qu'on comprend, moi que j'ai compris, je dirais, au fil du temps. Un autre des défis, je dirais, c'était général, mais qui est propre à notre IRL, c'est d'avoir les 2 communautés rassemblées et d'essayer de les faire travailler ensemble. Et ça, la façon de le faire qu'on a trouvé, bien entendu, entre chercheurs, on se parle, mais nous, entre chercheurs, on n'a pas énormément de temps, enfin, on est souvent occupé par plein de choses autour et ce n'est pas facile. Mais la meilleure façon de le faire, c'est à travers les étudiants. Et là, pour que ça se fasse, il faut qu'on apprenne à se parler les uns aux autres, parce qu'on fait de la physique, on est physicien. Il y a beau avoir le mot quantique à la fin de chaque énoncé de notre... On n'a pas le même langage. Donc, il y a une façon de se parler, c'est de passer par les jeunes et d'organiser notamment des écoles. Donc, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on va faire là dans quelques semaines à Jouvence, près de Sherbrooke, qui est financé par l'ICU et qui va permettre à ces jeunes des 2 communautés, avec des profs qui viennent des 2 communautés, donc d'apprendre sur chacun des 2 tableaux et d'apprendre à se parler. Et ça, je pense que c'est aussi un défi qui est propre à notre IRL.
Wow, c'est vraiment inspirant de vous entendre. On a une question qui vient du public aujourd'hui, donc n'hésitez pas à ajouter vos questions là, dans l'espace de discussion, qui est vraiment qui abonde dans le sens de ce que vous demandez et qui pose la question, en fait, est-ce que vous recherchez des gens en sciences humaines pour aborder les aspects de société et autres impacts? Donc, vous avez parlé de l'humain, mais bon, si on va encore plus loin, est-ce qu'il y a soit dans vos travaux directs ou indirects, donc une certaine place là, pour des gens qui viennent du côté sciences humaines? Ben, moi, je dirais que oui, il y a une certaine place. Puis, entre autres, à l'IQ, on fait cette place à cette expertise, à ce point de vue, à ces aspects-là. Là, en ce moment, au tout début de l'IRL, on est peut-être pas rendu là, mais je pense qu'à maturité, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Par exemple, je mentionne comme ça, on est en discussion avec un organisme qui s'appelle le Centre Jacques-Cartier, qui est un organisme qui de longue date, plus de 30 ans, qui a une grande expérience, en fait, dans toutes sortes de domaines, incluant les sciences sociales, à traiter de questions dans toutes sortes de domaines. Et on est en discussion avec eux pour amener toute cette nouvelle perspective sur les sciences quantiques dans un contexte plus large qui inclurait, par exemple, des gens des sciences sociales. Donc, on est ouvert à ça. Pour l'instant, on est dans les débuts de monter notre initiative, mais c'est sûr qu'il y a une pertinence pour cette contribution. Oui, parfait. Puis parlant des initiatives de l'IQ, si jamais donc la personne qui a posé la question dans le chat est intéressée à voir d'autres, bon, évidemment que ce soit en lien avec l'IRL directement, qui est notre sujet aujourd'hui, ou sinon dans d'autres initiatives de l'Institut quantique, si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas à le faire, puis on pourra voir là, justement par rapport à vos intérêts, parce que c'est assez vaste. On peut parler du côté éthique, on peut parler du côté justement amélioration des études graduées, de la vie comme étudiante et étudiant gradués. On peut parler, donc, il y a plusieurs niveaux. Évidemment, on peut avoir tout l'aspect environnemental qui pourrait venir en lien là, avec le développement des sciences quantiques. Donc, vous pouvez nous communiquer avec nous si vous voulez qu'on continue cette discussion-là. Mais bon, c'est intéressant de savoir que c'est déjà quand même un élément que vous avez en tête là, à ce jour, je veux dire zéro là, de l'IRL. C'est intéressant. Cyril, de ton côté, avais-tu des éléments que tu voulais ajouter là, sur ces questions-là? Non, pas particulièrement. Je pense que c'est une bonne question et ça mériterait effectivement d'avoir quelqu'un à temps plein pour faire ça à côté de nous. Nous, sincèrement, comme disait Louis au démarrage, on a la tête sous l'eau pour l'instant. Entre nos différentes collaborations, travaux scientifiques et le montage de l'IRL, on n'en est pas là, mais effectivement, ça mérite réflexion et ça serait une autre collaboration au sein de l'IRL à mettre en place, pourquoi pas dans le futur. OK. Puis, une autre question qui nous vient du public. Quelle place le nouveau IRL va donner à l'algorithmique quantique? Est-ce que c'est, parce que là, vous avez parlé du côté développement de hardware, à l'interface, évidemment, avec les matériaux. Est-ce que ça va aller jusqu'à la portion algorithmique quantique ou est-ce que, pour l'instant, vous entrez plus là, à l'aspect plus hardware, là, justement, de l'ordinateur quantique? En fait, je pense qu'il faut dire que nous, on commence... on a, je pense Cyril connaît peut-être les chiffres mieux que moi, mais il y a environ une quinzaine de chercheurs côté Sherbrooke, au démarrage là, de l'IRL. Il y a peut-être 35 chercheurs côté français sur 4-5 institutions. Donc, il y a des instituts à Paris, il y a des instituts à Grenoble, à Toulouse, il y a des gens à Lyon, à Strasbourg. Donc, on démarre avec un certain groupe qui ont déjà des liens et qui s'activent déjà, mais on est complètement ouvert à tout autre chercheur qui serait intéressé par une collaboration avec la France, entre la France et le Québec. Et ça, évidemment, ça peut tout à fait inclure l'algorithmie, absolument. Il y a aucune... Ça fait naturellement partie du domaine qui nous intéresse.
Excellent. Puis, une question par rapport à, on a quelqu'un là, qui est en train de faire un doctorat et qui cherche des opportunités de stage du côté français. Donc, Cyril, la question peut-être pour toi. Donc, ce serait quoi une bonne porte d'entrée pour commencer à voir où c'est possible d'effectuer des stages? Bon, la personne serait intéressée par Quantum Walk, ensuite de ça, Quantum Machine Learning. Donc, on est peut-être plus du côté algorithmique quantique, justement. Sinon, cybersécurité, on peut parler d'Internet quantique, par exemple. Qu'est-ce que ce serait des bonnes portes d'entrée pour cette personne-là du côté français? Donc là, le mieux, c'est d'aller directement sur les pages web des laboratoires impliqués dans ces thématiques. Et en France, moi, je sais que dans mon domaine, dans le domaine des matériaux quantiques, on a ce qu'on appelle un groupement de recherche. C'est une structure franco-française qui regroupe les chercheurs qui travaillent dans une thématique bien donnée, avec un champ assez large. Donc, nous, le nôtre couvre à la fois la physique et la chimie, et la théorie, évidemment. Donc, il y a les trois versants dont Louis a parlé tout à l'heure. Et là, ce qu'on appelle un GDR, un groupement de recherche, il faut aller sur ces pages web où, en général, c'est eux qui regroupent et qui synthétisent toutes les annonces, à la fois de postes, de stages, de thèses. C'est vraiment une porte d'entrée assez importante. Mais je dirais quand même que si un étudiant ou une étudiante a une question de ce genre, nous, ça va nous faire plaisir de répondre. Communiquer avec nous. On a un tout nouveau site web qui vient tout juste d'être mis en ligne. Donc, vous trouverez nos coordonnées là-dessus et contactez-nous. Puis nous, étant donné l'expertise, le type d'expertise que vous recherchez, le type de projet de recherche, on peut vous mettre en contact. Il y a des gens à qui on peut demander qui sauront vous aiguillonner vers des groupes français, par exemple. Donc, n'hésitez pas à contacter, poser vos questions et nous, on essaiera de vous mettre en contact avec des gens qui pourront répondre au mieux à votre recherche d'informations. Parfait, merci. Puis, tranquillement, on s'en va vers la fin de notre discussion. Qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter à l'aube donc de ce nouvel essor, de ce nouveau laboratoire de collaboration internationale, donc l'IRL? Cyril, je commence avec toi. Qu'est-ce que c'est le souhait là, pour les prochaines années là, avec cette nouvelle aventure? Donc évidemment, c'est de belles découvertes ensemble, conjointement, en collaboration. Et moi, ce que j'aimerais voir en tant que directeur adjoint de l'association IRL, c'est voir naître de nouvelles collaborations, de nouveaux projets émerger qu'on aura justement initiés par cette démarche et par la création de cette IRL. Ça, c'est deux choses qui me font rêver. Donc, je pense que les découvertes, on va en faire et des nouvelles collaborations, ça vient petit à petit. Voilà. Donc, Et Louis, de ton côté? Mais moi, en fait, ce qui m'émeut beaucoup en ce moment, c'est tous ces jeunes qui grouillent ici. Là, ces jeunes de France qui fourmillent à l'Institut quantique, je trouve ça fabuleux. Et je sais, il y en a plusieurs qui commencent à parler de doctorat et voire de doctorat en coup de tutelle. Il y a un jeune, entre autres, qui fait un stage avec Cyril et moi qui est intéressé. Je sais qu'il y a des collègues aussi. Donc ça, c'était une initiative qu'on a lancée pour laquelle il y a eu une réponse extraordinaire. Et de voir la suite de ça, de voir le déploiement de ça, donc de partir de stagiaire niveau bac maîtrise et se projeter dans un doctorat en quantique, quel que soit le domaine, impliquant une collaboration France-Québec. Pour moi, ça, ce serait la plus belle réussite de notre lancement et sur lequel on va voguer par la suite. Génial. Ben, écoutez, c'est ce que je vous souhaite à tous les deux et évidemment à toutes les autres personnes impliquées là, dans cette nouvelle IRL. Maintenant, avant de vous laisser aller tout le monde, laissez-moi vous rappeler que vous pouvez toujours vous inscrire à l'infolettre de Curieux Quantique et le lien apparaîtra là, ben voilà, est déjà dans l'espace de discussion. Vous avez aussi le lien vers l'IRL Frontières Quantiques qui est dans l'espace de discussion et le courriel pour nous rejoindre si vous êtes intéressé.
Prochain webinaire Curieux Quantique, c'est très bientôt, en fait, c'est le 4 mai prochain sur l'Internet quantique. Donc, c'est notre prochain rendez-vous des webinaires de Curieux Quantique. Avant de vous laisser aller, laissez-moi vous remercier une dernière fois. Louis Taillefer, Cyril Proust, ça a été un plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous pour discuter donc de collaboration internationale et de ce nouvel IRL. J'aimerais également remercier Tom Mala à la technique et au montage, en fait, de ce webinaire encore une fois ce mois-ci. Donc, merci Tom pour tout le travail effectué. Là-dessus, merci beaucoup tout le monde et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce webinaire. Merci, Ghislain. Toujours un plaisir de discuter.